Tu peux pas écrire un message de prospection en disant je fais tout, je m'adresse à tout le monde. Tu peux même pas résumer ton offre en une phrase. Tout le monde vend entre guillemets le même type de service et ont des promesses plus ou moins similaires. Donc vraiment l'enjeu c'est de prouver en fait que tu es capable de délivrer. Ça peut être intéressant de lancer une offre spécifiquement pour les agences parce que je connais un peu le milieu. J'aime aussi travailler avec ce type d'entreprise. C'est bien, t'as pas dit que tu choisis la cible la plus saturée, hein. Salut Geoffrey. Salut Théo. Bon alors aujourd'hui je t'ai invité pour nous parler de ton expérience de growth. Concrètement on a Yes. décidé de faire des séries de vidéos pour m'aider moi, m'aider d'autres personnes qui ont des agences. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur LinkedIn qui est fort à expliquer comment ils vont faire exploser ton agence. Et donc on s'est dit pourquoi pas aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Nous, on a discuté, on a accroché, je trouve que j'aime bien ta vision. Donc l'idée aujourd'hui, ce sera que tu nous parles de ton parcours, de pour l'instant solopreneur, de tout ce que tu Ouais. as fait, de tes ambitions aussi. Donc finalement, il y en a beaucoup qui lancent leur agence après avoir fait, après avoir été freelance. Il y a ce mythe du solopreneur, on en parlait tout à l'heure en Ouais. caméra, pas jamais vraiment tout seul. Donc voilà, l'idée c'est ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et comment en fait ça peut aider d'autres personnes qui ont une agence en termes de structuration, en termes de croissance et un petit peu nous partager ce que tu sais comme voilà, aujourd'hui ça va être une mini masterclass, comment aller chercher des clients, la méthode Geoffrey. Yes. Ok, super. Bah, écoute, merci déjà beaucoup pour l'invitation. Pour te donner du coup un petit peu plus de contexte, ou plutôt du background avant de passer aux choses sérieuses sur le scaling d'agence. Euh, Mhm. Bah déjà moi à la base, on va dire, j'ai pas le profil classique, on va dire entrepreneur de j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 10-12 ans à vendre, peu importe, je sais pas. Ouais. Donc ça pour le coup c'est pas moi. J'ai commencé à entreprendre assez tard finalement, plutôt autour de mes 20 ans. Donc j'ai commencé par du MLM. Alors pour je sais pas si, enfin, je sais pas si tu connais, mais enfin je pense que tu connais, mais rapidement du coup du Ouais, marketing de juste une réseau. petite parenthèse avant que Ouais, tu expliques. C'est assez drôle qu'en 2024, quelqu'un nous dise, moi j'ai commencé tard l'entrepreneuriat, j'avais 20 ans. Je pense qu'il y en a qui vont écouter, qui vont rigoler quand même, c'est parce que vrai. c'est Ouais, impressionnant. Ok. Non, non, mais c'est bah génial. je sais pas parce que d'habitude, enfin en termes de référentiel, je vois pas mal de personnes en fait qui ont commencé à entreprendre, ils avaient 12, 14, 15, 16. Donc je trouve ça assez tard entre guillemets. Ouais, c'est vrai que ça devient complètement fou ce que tu vois même sur YouTube où les Ouais, entrepreneurs, t'as l'impression qu'ils ont 12 ans. Et bah c'est je ça. pense que c'est aussi un problème parce que c'est pas forcément très vrai. C'est beaucoup juste des gens qui sont très bons en personal branding. Moi, je suis pas de cette génération. Ouais, Je suis pas la génération TikTok et je pense que il y a, voilà, tu vois, ça crée, je pense, une fausse image. Les gens, en moyenne, je pense pas qu'ils commencent à 20 ans et je pense pas que 20 ans ce soit tard. Je pense que c'est t'as besoin d'être un peu plus mature, etc. Mais après, je vois ce que tu veux dire. Vendre des jetons de poker à 16 ans dans la cour, il y en a qui c'est l'entrepreneuriat. Mais ouais, ok. c'est ça. Donc, marketing de réseau. Ouais, clair. Donc marketing de réseau et après en fait juste comme tu as dit, il y a aussi un biais qui fait que les personnes plus jeunes généralement l'utilisent dans leur personal branding. J'ai commencé à entreprendre à 16 ans, à 15 ans, je fais 5 000 € par mois à 16 ans. Donc je pense qu'il y a un biais un peu d'exposition et on voit beaucoup plus de gens comme ça. Mais ouais, ouais. Du coup par rapport au MLM, ouais, c'était une expérience assez rapide. Honnêtement, je suis pas forcément hyper fier de cette expérience parce que c'était pas le bon MLM que j'avais choisi. C'était un peu une arnaque pour être honnête. Donc D'accord. c'était lié à du trading. Bah, tu sais, il y a eu pendant une période, donc en gros du trading où il y avait des traders dans la boîte qui disaient bah tiens fais ce, Du copy bah trading. achète cette action. Ouais, c'est ça, du copy trading en gros. À l'époque, j'avais pas ce recul au niveau voilà arnaque machin. Mhm. Finalement, c'était vraiment pas top. En revanche, c'était quand même une bonne expérience. Ça m'a fait en fait commencer à mettre le premier pas dans l'entrepreneuriat. Ça m'a fait aussi découvrir pas mal tout l'aspect un peu plus développement personnel, Ok. qui a été un gros aspect, on va dire, qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat aussi. Et donc c'était ma première expérience. Après, en fait, finalement, j'ai pas forcément continué. Enfin, moi, j'ai fait pour en donner un peu plus de détails, j'ai fait une école d'ingénieur, Ok. donc parcours assez classique scolaire, on va dire aussi, prépa, école d'ingénieur, etc. Donc c'était pendant mes études.
Après cette première expérience, donc je savais que je voulais entreprendre, mais bon, c'était pas. J'ai fait ça pendant quelques mois et ensuite j'ai arrêté. Ok. Ensuite, j'ai décidé bah ça c'était donc du coup ma deuxième expérience, toujours pendant mes études. En fait, j'ai pris une année de césure pour lancer un projet entrepreneurial. Donc pendant un an, bah, l'objectif en fait c'était bon, voyager d'un côté, mais à la fois, du coup, lancer un business, parce que c'était un peu la grosse vague des digital nomades. Je pense que Ouais. du coup tu connais pas mal. Et c'était, ouais, à l'époque, bah, tu dois connaître aussi sûrement, je pense, Antoine BM, pas mal de personnes de digital nomades qui étaient assez connus sur YouTube. Donc j'avais un peu Ok. cette... Je suis content de ouais. pas, pour une fois, de ne pas avoir entendu ce nom, tu vois. Pour une fois, je les connais pas tous, mais c'est vrai que je me suis bien fait attraper par ça aussi. Bah, c'est sexy sur le papier, honnêtement. Donc ça m'étonne pas. Je pense enfin, on n'est pas les seuls. Euh, mais Si j'en crois ton LinkedIn, quand tu dis que tu as voyagé, tu es parti en Thaïlande. ouais, alors Asie, enfin j'ai fait un peu le tour de l'Asie si tu veux. Je suis resté 2 mois en Thaïlande, mais j'ai bougé pas mal. Enfin j'étais en Malaisie, à Singapour, au Cambodge. Ok. Euh, Donc là, t'avais quel âge? euh, c'était en 2019. J'avais 22 ans. Pas mal, donc ok. Et école d'ingénieur, année de césure, tu pars passer de l'âge ado à l'âge adulte. Je pense que c'est à peu Ouais, près ça pour un gars. ouais. C'est à peu près ça, ouais. Ok, donc là, qu'est-ce que tu Et, fais niveau business? ouais, et là, du coup, bah, business, voilà, pour rendre ça bref. Après, en fait, quand je suis revenu, du coup, enfin, j'ai fini mes études. Je suis reparti un peu dans le parcours salarié classique. Mais je savais que c'était pas forcément fait pour moi, en fait. Donc, j'ai bossé pendant 1 an et demi en tant que salarié dans une agence, du coup, de grosse marketing. Ok. euh, Où c'était vraiment enfin, une super expérience, ça m'a appris plein de choses, la gestion des clients, ça m'a permis aussi de développer mon expertise, qui est, du coup on va sûrement y revenir après, mais la prospection B2B notamment. Et c'est là que j'ai pu voir justement les premiers problèmes que les agences pouvaient rencontrer, notamment en termes de scaling. Et donc pareil, je pense que c'est un point qu'on va aborder plus tard, mais du coup, euh, c'était une agence qui avait beaucoup de leads, en fait, de rendez-vous via le bouche à oreille, l'organique. Et du coup, en fait, il y avait vraiment une problématique de bah, passer à la vitesse supérieure pour justement, déjà, avoir une croissance plus prédictible, donc pour recruter, notamment, bah voilà, tu peux pas te permettre de te reposer sur ces types de canaux-là, vu que enfin, demain, en fait, tu peux avoir 5 rendez-vous, le mois prochain 10, le mois d'après 0. T'as aucune Mhm. prédictibilité, donc comment on fait pour accélérer sur cette partie-là et pour justement aller générer de la croissance? C'est passé principalement par la mise en place de la prospection. Ouais, et là où je te rejoins, c'est justement, moi je fais beaucoup de calls avec, il y a deux types, on va dire, d'agences. Il y a ceux qui sont entre Ouais, guillemets bloqués à on est 4-5, et donc, quoi qu'il arrive, on va avoir assez de missions, on va survivre. Des ouais, fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Si tu veux passer voilà, je sais pas, au-dessus du million et dire, je vais commencer à avoir une team de 10, 15, bon, déjà, ça peut-être implique du middle management, etc. C'est un peu un point ouais, bâtard. Mais là, tu peux pas juste espérer que le bouche à oreille fasse son effet parce que tu peux vite te retrouver à avoir des gens enfin, soit tu dois les virer et t'as pas envie, ouais, soit ils ont pas de travail donc ta boîte elle est pas rentable. Et en effet, il y a une espèce je me rends compte de plus en plus ce gap entre l'équipe de la Dream Team de 4-5, qui personnellement ça me va très bien ouais. ce genre de nombre, hein, mais à passer le cap pardon, des 10-15. Et clairement, ça implique un gros shift de Ouais. structuration, de mindset. D'accord. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et en fait, il y a beaucoup d'agences qui sont fine, tu vois, de reposer sur le bouche à oreille parce qu'elles n'ont pas forcément l'ambition de scaler plus que ça. Et tu vois, c'est totalement fine. Enfin, chacun a ses ambitions, etc. Donc c'est OK. En revanche, en fait, tu vois, j'ai eu aussi un appel avec un prospect hier où, bah, justement, pendant 13 ans, euh, donc lui, il est tout seul, il bosse avec des freelances. Et pendant 13 ans, il Ok. reposait sur le bouche à oreille et l'organique. Et du coup, bah, il m'a contacté, on a eu cet appel parce que justement, ça commençait à s'essouffler et il commençait à vraiment, en fait, son chiffre d'affaires commençait à vraiment baisser. Et donc, il Ok. cherchait des solutions bah, pour relancer la machine. Donc, Ok. c'est typiquement ce cas, tu vois. Du coup, même si toi, en fait, tu as une boîte, que tu veux pas forcément scaler plus, en fait, c'est Ouais. juste histoire de pas mettre tous tes œufs dans le même panier et d'avoir des canaux un peu diversifiés que tu peux justement
utiliser, sachant qu'encore une fois, tu vois, si on parle de prospection, après, il y a aussi l'ADS, il y a plein d'autres canaux, mais c'est des canaux en fait que tu peux lancer, mettre en place, lancer, arrêter si tu n'en as plus besoin et relancer assez rapidement, tu vois. Donc ça peut en tout cas, de les maîtriser, même si voilà, on va dire, t'as pas envie de passer de 5, enfin, une petite team de 2, 3, 4 personnes à 15. En fait, c'est Ouais, juste pour la santé de ton business, en fait, pour être plus serein, quoi, tout simplement, si s'il y a quelque chose qui change. c'est clair. Et puis après, je pense qu'il y a différentes étapes pour différents canaux. Moi qui suis de l'école du Ouais, SEO, même si j'aime bien vendre du SEO, je dis quand même toujours que c'est pas du tout la première étape. Il faut avoir un business qui commence ouais, à avoir de la récurrence, à avoir certains chiffres. Tu sais que ça va durer. Et là, tu peux commencer à mettre en place le SEO qui va être un actif que tu possèdes sur le long terme, qui va mettre du temps. Du coup, il va falloir le financer avec quelque chose parce que pendant le 1 an, peut-être, où vraiment tu es en train de le construire, c'est pas ça qui va, ça va pas être autofinancé. Tu peux vraiment réussir. Bon, si tu es vraiment bon et tu hackes le truc, tu arrives à financer si tu lances des campagnes Google Ads, par exemple. Bref. ouais. Mais c'est pas du tout la priorité. En effet, tu commences par le bouche à oreille. Une fois que tu as un peu essoufflé ça, tu commences à lancer la prospection. Et comme tu dis, c'est des trucs que tu actives ou tu désactives selon ce que tu as Ouais. besoin. Et quand tu as un système qui tourne, tu peux aller chercher d'autres canaux d'acquisition où tu construis des assets plus long terme. Mais totalement d'accord sur le fait que c'est une des priorités. Et donc, tu apprends ça. J'ai l'impression que tu étais du coup en Espagne, donc tu découvres ce milieu-là. Alors j'ai été effectivement en Espagne, c'était pas à ce moment-là. Ça, c'était juste avant Ok. que je rejoigne une agence. Donc, en fait, l'agence dont je t'ai parlé, où j'étais consultant en tant que salarié, c'était à Paris, pour le coup. Je suis resté 1 an et demi. Encore une fois, voilà, très bonne expérience. Mais en fait, j'ai eu un peu cet appel. De par mes expériences et enfin depuis que mes 20 ans, j'avais envie enfin, je savais que je voulais entreprendre. Donc, en fait, c'est revenu à moi. Bon, bah ça, plus aussi des raisons plus perso et le fait que Paris, pour moi, enfin, c'est aussi à débattre, mais voilà, c'est pas une ville où je me sens vraiment bien sur le long terme, pour être honnête. Donc j'ai décidé de me lancer en freelance. Donc c'était il y a 1 an, quasiment 1 an tout pile. Pour faire la même chose, grosso modo, donc accompagner les entreprises dans justement l'élaboration d'une stratégie de prospection du coup efficace. Encore plus récemment, donc là c'est vraiment depuis le début d'année, je me focus sur plutôt monter mon agence et Ok. justement avec une nouvelle offre à destination spécifiquement des agences, puisque justement j'ai eu l'occasion de travailler déjà en tant que salarié et ensuite en tant que freelance. J'ai aussi bossé avec pas mal d'autres agences, avec des collectifs, où j'ai vu un peu pas mal les process, enfin, ce qu'il y avait derrière tout simplement. Je me suis dit que concrètement, j'en ai accompagné aussi plusieurs où j'ai eu des résultats assez sympas et du coup je me suis dit ok, ça peut être intéressant de lancer une offre spécifiquement pour les agences parce que je connais un peu le milieu. J'aime aussi travailler avec ce type d'entreprise. Donc let's go. C'est bien, t'as pas du tout choisi le canal le plus, enfin, la cible la plus saturée, hein. Ouais, après c'est à débattre hein, parce que tu vois, tu as aussi des cibles par exemple comme les SaaS, tu vois, c'est Ah ouais, compliqué. c'est clair. Eh ben, justement, on a beaucoup ce débat en ce moment avec un ami et coloc. Je t'expliquais, du coup, on vit dans une Ouais, maison d'entrepreneurs où on a chacun des agences digitales qui a clairement un profil similaire au tien. Et c'est vrai que on se rend compte que beaucoup de monde cible peut-être les agences et les SaaS pour des raisons ouais, X, Y, Z. La réalité, c'est que des fois, on arrive à parler à des gens qui ne savent même pas qu'ils existent parce qu'ils n'ont pas de LinkedIn peut-être. Et eux, en fait, vont appliquer cette stratégie et cette connaissance de prospection B2B à un domaine complètement inconnu peut-être au bataillon, moins tech, et en fait, où tu arrives et tu as des clients qui, pour eux, tu es le messie. C'est-à-dire qu'ils ne savent ouais. pas limite ce que c'est LinkedIn, ils n'ont jamais entendu parler de peut-être Pipedrive, et ils font des millions, des centaines de millions, des boîtes à l'ancienne, où tu arrives, et donc, en fait, c'est ça qui est un peu marrant, c'est de dire, on a nous, les gens LinkedIn, un peu des Ouais. skills, on est plutôt à la pointe de tout ce qui peut se faire, se lire, on est tout le temps sur YouTube, on lit du Hormozy et compagnie, et je trouve ça assez intéressant des fois mettre en ami, tiens, quel est mon marché? Est-ce qu'il n'y a pas un marché où ma skills de niveau 10 peut être payé 10 fois plus cher juste parce que ça va être un client pour qui je peux avoir 10 fois plus d'impact, qui a jamais Ouais. qui se fait pas se prospecter tous les jours sur LinkedIn. C'est un autre débat, mais
Et en tout cas, c'est un truc que je vois de plus en plus où lui, par exemple, c'est un peu frustrant pour lui parce que des fois, on commence à le comparer sur le prix. On lui dit, ok, non, mais c'est bon, je sais ce que tu fais, dis-moi ton prix. Alors que Ouais, on sait que ça, c'est le pire. Tu as envie d'être diversifié, tu as envie d'être niché, tu as envie que quelqu'un reconnaisse ton expertise. Et c'est une petite parenthèse d'une tendance que je vois en ce moment. ouais. Bah, d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, peut-être je vois aussi une différence. Les boîtes, en gros, on va dire peut-être bah, les agences, on va dire nouvelles, qui se lancent, qui sont, tu vois, les fondateurs sont sur LinkedIn, qui sont Ouais. facilement approchables. Et tu as aussi donc des agences un peu vraiment beaucoup plus old school, Ok. où là, pour le coup, j'ai eu des contacts, mais par email. Donc sur LinkedIn, soit ils sont pas présents, soit ils sont pas très actifs, donc tu les as pas vraiment. Mais en tout cas, j'en ai prospecté quelques-uns, où justement c'est vraiment vieille école, où ça peut être mais ça peut être des belles agences aussi. Toujours ces mêmes problématiques de reposer sur le réseau, le bouche-oreille, mais ça va être ouais, ça peut être des agences qui font déjà des très beaux CA, qui peuvent bosser avec des très grosses boîtes, mais ils sont pas du tout actifs sur LinkedIn. Ils sont pas vraiment non plus au courant de toutes ces méthodes de prospection, tu vois. Enfin, ça me fait aussi Ça, penser à. c'est un bon point. Ouais, T'as raison, il y a agence et agence. Moi, j'ai un peu tout ouais, mis dans l'agence, mais on est d'accord que les agences digital marketing ou marketing, il y en a, c'est juste dans le nom, mais c'est pas vraiment dans les pratiques. Et en effet, ouais, les gens qui ont vraiment besoin de toi, parce que comme tu dis, ils sont pas sur LinkedIn, en effet, tu arrives. Parce que aussi, ok. Donc là, tu dis justement, tu as bossé avec des collectifs, je vois que tu étais chez Bulldozer, par exemple. ouais. J'ai bossé avec Bulldozer, ouais, par exemple. Super. Donc aujourd'hui, à ton compte, offre pour les entreprises, pour les, pour les agences, est-ce que, je Ouais, ne sais pas si je te prends de cours, mais est-ce que tu as peut-être un truc à nous partager et on pourrait regarder un peu ensemble comment tu bosses ou faire un ouais, petit, ouais, petit tuto si moi j'ai une agence old school. Alors justement, moi je cherche à racheter une agence ouais, et j'ai deux options. Un, je rachète quelque chose qui me fait rêver, qui est super moderne, super optimisé, une agence SEO, bah, comme tu dis, qui est très forte sur LinkedIn, etc. yes, Et là, je paye un multiple de malade. Et je commençais à vouloir acheter ça. Ensuite, je me suis rendu compte que c'est un peu comme dans l'immobilier. Soit tu achètes ça, et en fait, ce que je viens de décrire, ce serait l'équivalent du super appart premium à Paris, tout refait, machin, où tu as 3% de renta, mais entre guillemets, c'est safe, ouais, mais tu n'as pas de cash flow. Versus, moi, mon premier achat immobilier, c'était à Limoges. Je viens de Limoges et j'avais des super prix. J'ai pu trouver une super affaire avec un peu de travaux, etc. Et là, j'avais 10% de rentabilité. Donc, je me donne une marge de sécurité, j'achète un multiple plus bas, j'ai de l'upside, mais il y a un peu plus de boulot. Et du coup, euh, je sais plus, moi, dans un rachat, Tu, ouais, non, j'ai perdu le fil de ma pensée. mais tu veux dire peut-être par rapport au risque reward, peut-être? Le fait Ouais, voilà. ouais, Je voulais surtout faire la différence entre ces agences qui sont modernes et ces agences qui ne sont pas ouais, modernes. Je me dis comment, enfin, ce que tu peux nous montrer, comment, ouais, comment tu l'appliques dans une boîte qui est un peu plus old school. En gros, c'est ça que je veux faire. Si tu t'adresses à ouais, une ouais, boîte, tu connais. J'ai carrément. littéralement Euh, perdu le sens de ça arrive. Bah carrément, écoute, je peux te partager mon écran. J'avais fait, je fais des vidéos aussi sur YouTube pour expliquer aussi certains concepts. Euh, Super. donc, je peux reprendre un diagramme pour te donner un peu la stratégie, justement. Comment je ferais, Avec comment je plaisir. présenterais ça à une boîte plus old school. Voilà, c'est ça. Alors, Je me mets, c'est ça que je voulais dire. Je me mets dans cette position de boîte. J'ai trouvé ma boîte, elle est old school, elle ouais, est un peu pétée, elle dépend du bouche à oreille. ouais. Et tu viens me voir et tu me dis Théo, voilà comment on va un petit peu rénover ton appart. Et, euh, et Yes. Est-ce que tu vois bien mon écran? ça me plaît. Très bien. Ok, On va zoomer au fur et à mesure, mais oui. ouais, nickel. Bah du coup, ouais, n'hésite pas hein, à poser tes questions en cours, hein. Pas de problème. Bah du coup, en fait, ça va reprendre pas mal de choses qu'on a déjà mentionnées. On va peut-être aller peut-être plus en détail sur certaines choses, mais donc vraiment là, bah, l'une des problématiques qu'on avait soulignées tous les deux, c'est vraiment, il y a pas mal d'agences en fait qui n'ont pas de maîtrise sur leurs canaux d'acquisition parce elles reposent en fait exclusivement sur des moyens généralement organiques, donc réseau bouche-oreille, ce qui est très bien hein, en soi, ce qui est aussi preuve que l'agence fait du bon travail. Mais comme on l'a dit en fait juste avant, c'est
en fait, il y a zéro prédictibilité. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu si tu dépendais de la météo. Il y a un mois, c'est ensoleillé et tu vas avoir 15 rendez-vous, et il y a un mois, ça va être la tempête où il va pleuvoir beaucoup et tu auras deux rendez-vous. Tu vois. Et c'est Donc, vrai que je peux te confirmer que dans les agences que tu vois sur LinkedIn, elles ont toutes l'air, déjà parce qu'elles sont sur LinkedIn, donc il y a un biais de sélection, elles sont carrées, organisées, elles ont des process, etc. Mais la ouais, réalité de la quantité des agences que nous, on voit pas, donc dans celles que, comme moi, je fais l'école pour essayer d'en racheter, elles sont toutes comme ça. Comme tu dis, elles dépendent de la météo. Du coup, les multiples en pâtit. Tu peux pas vendre. Moi, je pose toujours la question de, OK, comment vous faites pour acquérir vos clients? Et la réalité, c'est qu'ils nous donnent ouais, tous une version un peu déguisée de, ouais, on sait pas, ça dépend. C'est le réseau, on va sponsoriser ouais, le club de foot local et puis on se pointe et on essaye. Et puis nous, non. Donc il y a pas de système d'acquisition et c'est vrai que potentiellement, en tout cas dans le côté, dans le M&A, dans les boîtes à vendre, c'est tout le temps ça, c'est affolant. Ah, attends, excuse-moi, ça a coupé juste à la fin. Je disais que, en tout cas, dans les annonces Ouais, ouais, de boîtes qui se vendent, c'est vrai que ça ressemble à ça. Celles qui sont visibles sur LinkedIn, ouais, c'est pas les mêmes que celles qui sont à vendre. Celles qui sont à vendre, c'est ça, c'est bah, on sait pas. Et en fait, c'est la boîte de com qui est là depuis 15 ans, ouais, qui a eu exactement. ses premiers clients et qui se base sur eux pour essayer de juste avoir un peu de repeat business. Et c'est un peu je sais pas, le charcutier du coin, quoi. Puis là, c'est 10-20 clients. Enfin, Ouais, c'est la boîte locale, quoi. Donc, comment ouais, passer bah ça à une boîte qui scale? ouais, bah c'est exactement ça. Et en fait, alors à la fois donc généralement ces boîtes-là n'ont pas forcément les compétences, on va dire un peu plus digitales pour se développer, mais elles ont quand même quelque chose de capital. C'est que normalement elles ont pas mal quand même de preuves sociales, de résultats clients à mettre en avant. Et c'est justement à partir de ça, on va se baser beaucoup sur ça hein, pour avoir un système de prospection efficace. Ok. Et du coup, si je passe rapidement sur les différents canaux. Après, il y a effectivement, on va beaucoup parler de prospection, mais il y a la publicité. Le problème de la publicité, quand tu es une agence, tu te lances, bah, généralement en termes de coûts, enfin, ça va demander un budget bien plus élevé que de commencer la prospection, et notamment aussi avoir un travail euh, de positionnement peut-être, on va dire, enfin, en tout cas déjà validé pour justement ne pas perdre trop d'argent au niveau des ads. Donc généralement, ça peut être aussi efficace sur le court terme, mais en termes de budget, voilà, c'est pas la même chose que de juste avoir quelques outils de prospection, on va dire, euh, et, euh, et la possibilité en fait de signer des clients assez rapidement aussi, quoi, finalement. C'est vrai, comme tu disais, le côté niché Ouais, avoir une offre claire, en effet, quand tu commences la publicité, enfin, si tu n'as pas une cible très définie et donc si tu l'as pas validée avec cette prospection ouais, et avec ce côté où tu te niches et tu as une cible, etc., bah, tu vas acheter les mêmes mots-clés que tout le monde, faire les mêmes que tout le monde et en effet, tu as l'impression que c'est cher ouais. parce que c'est pas la première étape, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ça, et en fait surtout, et je pense que tu peux le valider, mais les agences en fait, encore une fois, qui reposent sur les canaux organiques, en fait elles ont aussi, la plupart du temps, jamais fait ce travail de fond sur la niche et l'offre, parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple, en fait quand ça vient du réseau, du bouche-oreille, en fait les personnes viennent à toi, il y a déjà cette confiance, et finalement elles ont un besoin, et toi, bah, en fait tu réponds à leurs besoins, mais t'as jamais fait ce travail vraiment profond de, ok, quelle est mon offre précisément. Je m'adresse Ouais, parce que généralement, en fait, les agences comme ça aussi s'adressent à énormément de monde, à tout le monde et à tout faire. Et donc, c'est ça. ça, ça ne marche pas quand tu vas utiliser des canaux bah, comme l'ADS et comme la prospection aussi. Tu peux pas écrire un message de prospection en disant je fais tout, je m'adresse à tout le monde. T'as même pas en fait, tu peux même pas résumer ton offre en une phrase. Ça marchera pas. L'offre, c'est un gros sujet. Est-ce que tu veux en parler dans ton graphique ou on le garde pour plus tard? Non, on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Ouais. Mais, Euh, ouais, avec plaisir. Ce que tu dis, donc, du coup, pub, de toute façon, c'est pas trop vraiment le sujet du jour. ouais. Organique, comme tu dis, on disait le SEO, c'est plus tard. Le bouche à oreille, enfin, le contenu, c'est comme le SEO, ça met du temps. Le Ouais. bouche à oreille, Ça peut se faire en c'est- parallèle, en revanche. ok, Tu vois que la prospection, évidemment, ben, comme la plupart des gens le savent, c'est des canaux qui sont ultra importants quand même, mais qui prennent du temps à se mettre en place. E- Sur le long exactement. Du coup, tu terme, dois. ouais. Ouais, vas-y. Bah,
Là où, oui, tu peux le faire en même temps, mais moi je dirais que tu dois quand même, enfin, quand tu es une agence, enfin, comme toute entreprise, bien sûr, tu as des ressources limitées, tu dois Bien prioriser. sûr. Et donc, c'est aussi pour ça que je dis, bah, au début, faire entrer l'argent. Donc, on va dire, on Ouais. élimine ça. Ok, donc si on se focus sur la prospection, tu dis, avant d'avoir une prospection efficace, c'est quoi les fondations que tu dois avoir par rapport à l'offre? Ouais. Bah, du coup, justement. Alors, au début, effectivement, la partie offre, elle n'est pas forcément hyper claire. Parce que forcément, si on va dire, tu as plusieurs cibles, tu as peut-être plusieurs déjà résultats clients, etc., que tu peux utiliser. Donc, le défi, ça va être justement, de passer à je fais tout et j'accompagne tout le monde à j'accompagne une cible plus précise avec une offre beaucoup plus précise. Donc, euh, par rapport à ça, évidemment, c'est dur au début, quand tu commences, de trouver l'offre parfaite. Et justement, la prospection va te permettre d'itérer par rapport à ça. Et donc, c'est Ok. typiquement des choses qu'on va mettre en place. Donc, on va partir d'une hypothèse. Euh, Ça me permet en fait, d'enchaîner directement avec l'étape 1, tu vois, pour installer en fait un bon système de prospection en place. C'est que généralement, on va se baser sur ses résultats clients. Donc, encore une fois, si si t'es une agence un peu plus old school, tu veux mettre en place ça, normalement, tu as des résultats clients déjà à mettre en avant. Donc, l'idée, ça va être de se baser sur ces clients qu'on a déjà eus, et potentiellement d'autres cibles d'achat. Donc, je reviendrai dessus un petit peu après, mais pour justement à déterminer des segments spécifiques. Donc, par exemple, j'ai accompagné une agence SEO et j'ai augmenté leur CA de 30%. Je prends un exemple vraiment au hasard. Et bah du coup, faisons un segment spécifique en ciblant les agences SEO et en proposant par exemple une offre du type bah, j'augmente votre CA de 30% en l'espace de X mois avec potentiellement une garantie. Bon, ça, après, là, si on veut vraiment euh, enfin, créer une offre un peu à la Hormozy, comme tu as cité la dernière fois. Euh, et donc à partir de ça, vraiment avoir une proposition impactante. Mais encore une fois, l'idée, ça va être de tester, d'itérer. Et donc, par exemple, pour chaque segment client qu'on va déterminer, bah, peut-être que euh, sur 100 personnes, on va tester l'offre, j'augmente votre CA de 30%, 3 mois par exemple, sur la même cible, mais du coup, on enverra un message différent avec une offre différente, on va leur promettre peut-être autre chose, peut-être que ce sera plus, bah, justement, une optique de plus, ok, on va rendre votre croissance plus prédictible, euh, pour que vous puissiez recruter en toute sérénité. Tu vois, là, c'est résultat based versus vraiment plus, ok, Payine. euh, ouais, c'est ça. Et ce que j'aime Euh, bien, petite parenthèse, c'est que comme ouais, tu dédramatises, tu décomplexes la prospection en disant si vous êtes entre guillemets cette agence old school, pas forcément productisée, pas nichée, pas dans le sens sexy sur LinkedIn, mais en fait vous êtes la ouais, bonne personne pour vous y mettre. Pourquoi? Parce que vous avez ouais. cet historique que les petits jeunes trop forts sur LinkedIn n'ont pas. Euh, et aussi, pas obligé de savoir à l'avance ce qui va marcher. Toi, tu pars d'hypothèses. Et ça, je Ouais. trouve ça très important de le rappeler. Pas y aller du premier coup, c'est un travail d'itération. Et donc, tu Mm. prends une hypothèse, tu la testes, tu prends une autre hypothèse, tu la testes. Très bien, ok. C'est assez Ouais, rassurant. en fait, c'est vraiment une approche scientifique, si tu veux. C'est pas, on laisse pas, en fait, sa croissance et les résultats de sa boîte dépendre, enfin, c'est pas de la magie, quoi. C'est vraiment être rigoureux sur ses tests, tester le plus de choses possible, le plus rapidement possible pour voir ce qui marche et ensuite optimiser. C'est C'est vrai que effectivement, quand on voit le graphique, on sent quand même l'école d'ingénieur, hein. Le cerveau, ouais, plutôt carré, quoi. Très bien. ouais, j'essaye, bah, ouais, on va dire, on mise tous sur nos forces, du coup. Mais du coup, pour reprendre un petit peu les étapes, on va dire, la première chose à faire, qui paraît simple, mais qui n'est finalement pas si simple, c'est de définir des tiers de prospection. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu es déjà familier avec ce concept. Je suis pas sûr, non. Non? Ok. Bah, du coup, ça tombe bien. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, aujourd'hui, faire de la prospection en soi, tout le monde peut se dire c'est simple entre guillemets parce que on a eu l'émergence de plein d'outils qui permettent d'automatiser plein de choses, de faciliter beaucoup de choses, que ce soit du coup l'envoi de séquences automatisées, que ce soit la création de bases de données, et du coup, tout le monde peut s'improviser entre guillemets
et tout le monde, enfin, bon prospecteur et lancer des campagnes de prospection. En revanche, il y a plein de sujets autour de la prospection qui demandent pas mal d'expertise, bah, comme au-delà de juste utiliser des outils, comprendre vraiment comment définir une bonne stratégie, écrire vraiment des messages impactants. Et c'est pas si t'as jamais écrit de message de prospection de ta vie, c'est pas l'IA qui va t'écrire un message de prospection pertinent. Par exemple aussi l'analyse des données, voir comment analyser ce qui fonctionne, ce qui marche pas. Ok. Et typiquement, en fait, la première chose à faire, ça va être de penser en tiers de prospection. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes, en gros, qui vont s'improviser encore une fois bon prospecteur et qui vont utiliser des outils de prospection automatisés. Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est faire une liste de prospects, tout mélanger, faire une séquence, tout balancer. Et ça, évidemment, ça ne marche pas. Donc, Ok. elles vont avoir une approche 100% automatisée, sans prendre en compte, en gros, sans segmenter l'importance de leurs clients. Et c'est ça, en fait, l'intérêt des tiers. C'est-à-dire que tiers 1, ça va être les entreprises que tu dois absolument convertir. Donc, par exemple, des grands comptes, des partenaires stratégiques. Et sur ce tiers-là, en fait, tu peux pas te permettre d'envoyer une séquence automatisée, même si elle est qualitative a priori, avec du contenu, etc. Tu peux pas te permettre, en fait, si par exemple tu as 100 entreprises dans ce tiers-là, tu es obligé de le faire de la plus qualitative possible et de le faire de façon manuelle. Ok. Et donc, et le problème avec ça, c'est que généralement, les entreprises qui commencent à utiliser des outils automatisés, elles vont envoyer des campagnes, même pour leurs cibles, en fait, qui sont les plus importantes. Donc ça, c'est Ça, c'est justement à un ne pas faire. peu le concept de la Dream 100, la liste Dream 100. Je sais pas si tu Ouais, connais. enfin, je comprends le concept du coup, mais ouais. Ouais, ouais. Ok, donc alors, tu l'appelles le tier 1, mais j'imagine, Ouais. du coup, c'est à l'inverse, c'est pas celui que tu contactes en premier. Non, exactement. En fait, moi, je me focus vraiment sur la partie, donc j'accompagne mes clients plutôt sur la partie tier 2, où là, ça va être en fait le bon équilibre entre enfin, un de tes segments de marché principaux, où ça va pas être, enfin, ça va être, tu vas avoir un volume suffisant d'entreprises, Ok. où tu peux en fait créer une prospection semi-automatisée. Donc, ce que j'appelle semi-automatisée, c'est à la fois, donc ça va être donc bien sûr automatisé, mais qualitatif, dans le sens où ça va se reposer, encore une fois, sur les segments dont je te parlais juste avant, enfin, en te basant sur tes cas clients, par exemple, tes résultats, des segments très spécifiques de personnes, où tu vas mettre en avant des résultats pour ce type d'entreprise, et donc ça va être qualitatif, et aussi potentiellement sur des signaux d'achat. Donc ça peut être le recrutement, ça peut être technologie utilisée. Je pourrais te donner quelques exemples après de clients que j'ai accompagnés pour, euh, pour justement creuser un petit peu plus sur ça. Et donc, juste pour finir sur la partie tiers, et la partie tiers 3, en fait, où ça va être des entreprises qui, pour le coup, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir une prospection manuelle et même semi-automatisée. Alors, généralement, les agences ont un panier moyen relativement élevé, euh, donc euh, donc c'est pas le problème. Mais si par exemple tu vends un SaaS, je sais pas, un SaaS pas très cher ou Hmm. tu payes ça 50 euros par an, par exemple, tu peux pas te permettre d'avoir un commercial qui va aller prospecter manuellement chaque prospect pour leur faire signer un deal à 50 euros par an. Tu vois. Le temps passé ROI est pas là. Et donc Ouais. sur ce type de clients, de prospects, tu es obligé d'avoir une approche 100% automatisée parce que tu peux pas te permettre de perdre du temps en que c'est rentable. Et ça, généralement, je le traite même pas, puisque enfin, c'est même pas le cas des agences, encore une fois. Et, le problème le plus récurrent, c'est comme je te le disais juste avant, c'est que 90% des boîtes, en fait, vont utiliser une approche que tu utilises normalement pour le tier 3, c'est-à-dire tout balancer sur une campagne automatisée, pas qualitative, attendre, espérer que les leads arrivent. Hmm. Alors que justement, l'idée c'est d'avoir cet entre-deux. Quand on automatise, c'est vraiment d'avoir cet entre-deux entre qualité, volume, sur des cibles en fait pertinentes. Ok, j'aime bien. Ok, super. C'est un bon concept, je trouve, de prendre le temps de base avant de se lancer. Déjà d'expliquer ça au client. Même moi, Ouais, tu vois, naturellement, ça fait sens, mais j'avais jamais vu structuré comme ça et je trouve ça très bien de dire voilà, le tier 3 c'est trop, c'est pas rentable,
trop bourrin, c'est Ouais, l'hypermarché, c'est pour vendre des trucs pas c'est chers, bah, ça. c'est pas le but de la prospection. Le tiers 1, enfin, c'est pas aussi le but de la prospection, en tout cas semi-automatisé, parce que ce serait du Ouais, gâchis. Si tu sais que ces 100 personnes, tu les veux, bah, tu les appelles. Enfin, c'est ouais, c'est directement ça. avec ton Exactement. contact, tu prends une intro par quelqu'un, et ça, le chef d'entreprise, il peut le faire, c'est déjà ce qu'il fait, justement. Ouais, Toi, tu arrives au milieu, ok. c'est ça, exactement. Et en fait, on va dire, enfin, c'est comment, complémentaire, dans le sens où, bah, toi, t'es le CEO, ton objectif, ça doit être de te focus vraiment sur les deals qui ont le plus de valeur. Donc, tu vas potentiellement continuer ton travail sur le tier 1, sur vraiment les comptes enfin, les gros comptes à convertir. Et après, moi, j'arrive, tu vois, en soutien sur la partie plutôt tier 2, place en fait ce système semi-automatique. Ok. Et du coup, bah, pour finir rapidement, donc j'ai déjà mentionné, donc je vais passer vite, mais l'idée du tier 2, donc semi-automatique, c'est vraiment de se baser sur ses clients le plus possible pour identifier et créer des segments hyper spécifiques, et aussi sur des signaux d'achat. Et donc cette fois-ci, pour te donner des exemples plus précis, les signaux d'achat, bah, justement, j'ai accompagné bah, une agence par exemple qui faisait du développement web no code. Bah, on s'est basé, donc elle faisait du Webflow. On s'est basé, on a contacté les entreprises qui étaient sous WordPress pour leur dire justement, bah en fait, nous on est une agence, on fait du no-code. En gros, on appuyait sur les pains de WordPress, donc qui peut être les mises à jour constantes, les plugins peuvent sauter, c'est pas très stable, etc. Pour justement présenter, appuyer sur le fait que, bah, en fait, nous on utilise une technologie bah, plus récente, no-code, c'est facile à prendre en main, généralement en termes de design, c'est aussi bien supérieur à WordPress. Ça prend moins de temps tout simplement à développer. Donc ça, c'est un Ok. exemple. Et après, tu as aussi par exemple le recrutement. Donc je te parlais d'une agence SEO. Si on prend l'agence SEO, bah, si on cible toutes les entreprises qui recrutent des SEO managers, des SEO, peu importe le job title, mais qui ont besoin de cette compétence, et enfin qu'on arrive du coup en prospectant, on arrive vers ces entreprises-là et on leur dit, bah, en fait, j'ai vu que vous recrutiez tel poste SEO, euh, enfin, du coup, on sait que vous avez ce besoin. L'idée, c'est que recruter un profil comme ça, généralement, c'est long. Ça peut être, enfin, c'est aussi coûteux si vous faites le mauvais recrutement. Donc, l'idée, c'est que pendant que vous recrutez, nous, on arrive, on met en place les bases, et ensuite, bah, au moment de vos recrutements, à la limite, on fait une passation, etc. Mais l'idée, c'est du coup d'arriver à ce moment-là. Grâce à ce signal, en fait, on sait, on identifie que l'entreprise a un besoin, et donc, on est beaucoup plus pertinent au niveau de notre prospection. Ok, donc tu te bases ouais, sur des signaux très, très importants, on est d'accord. Ouais, Après, c'est vrai que c'est là où c'est vraiment important enfin, d'avoir une niche, d'avoir une cible, etc. Enfin, plus tu es ouais, niché, plus tu as d'expérience, plus tu es sur un truc précis, plus tu te bases pas sur les mêmes signaux, entre guillemets, que tout le monde, parce que ce que tu viens de dire, ouais, de exactement. ah, moi aussi j'ai testé ces trucs-là, et, et, et c'est hyper dur jusqu'au moment où tu arrives à être hyper spécifique sur on est Ouais, une boîte SEO dans, je sais pas, spécialisé sur les campings. ouais. Et ce qu'on vous appelle, parce que c'est qu'on est les seuls, et on regardait, on a fait votre code. Tu vois, ça, ça puise tellement la vie le jour où tu as passé toutes ces étapes, évidemment, et que ça met du temps, tu vois, mais que tu arrives en mode, non, Bien mais sûr. non, nous, on a fait le 80-20 du 80-20 de notre historique, et ça se passe bien avec telle personne, et on a développé une expertise là-dedans. Et donc, on est ouais, l'agence SEO des campings, et on appelle que des campings. Et du coup, quand tu nous parles, c'est obvious pour eux parce qu'il n'y a que nous, entre guillemets. Mais ça, c'est, comme tu dis, tu as besoin de faire tout ce travail pendant la. Ouais, exactement. Enfin, grosse parenthèse aussi, c'est que ce travail-là, donc, ce que tu as dit, c'est hyper pertinent dans le sens où, en fait, même si on se base sur ces cas clients, qu'on crée des segments spécifiques, même si on se base sur des signaux d'achat, ce qui va faire vraiment la différence, alors, ça va fonctionner même si l'offre, on va dire, est moyenne, parce qu'effectivement, si ton agence a 10 ans, tu as vraiment beaucoup de preuves sociales, des gros résultats, même si ton offre est moyenne, entre guillemets, ça va fonctionner. En revanche, ce qui va avoir le plus d'impact, c'est vraiment avoir l'offre, bah, une offre béton, quoi, entre guillemets, irrésistible, comme on le voit souvent, parce que, en fait, ça va être ton plus gros levier. Si vraiment ton offre si tu t'adresses à tout le monde, et que tu vends tout, même si tu te bases sur des signaux d'achat, etc., ça va pas fonctionner. Moi, Donc, je vais te dire aussi ma ouais, parenthèse. Le jour où j'ai enfin accepté de me nicher, même si ça faisait enfin, des mois et des mois que je savais qu'il fallait le faire, et que je ouais, dis, non, je suis le SEO
des infopreneurs. Maintenant, c'est devenu le SEO des organismes de formation. Ouais, Euh, dans ma, dans ma tête, je me suis coupé 99% du marché. La réalité, c'est que du coup, les 1% qui restent, je deviens la seule option pour eux et il n'y a ouais, c'est personne ça. qui leur parle comme ça. Et d'un coup, c'est bah, si je veux faire du SEO, je le fais avec toi. Et ce X% miniature qui reste, qui suffit largement pour faire Ouais. vivre et très bien vivre une agence. Donc, Non, mais c'est clair, c'est vraiment dur. Même moi, tu vois, c'est encore. Donc là, je me suis lancé récemment, mais ça se trouve, je vais encore approfondir ça. C'est vraiment dur de se dire, ok, je coupe une partie du marché pour vraiment me concentrer sur une cible en particulier. Mais en fait, c'est in fine ce qui va faire que tu te différencies, puisque même en fait, dans tes messages de prospection, tu pourras être beaucoup plus précis. Bah là, typiquement, en fait, ce qu'on parle depuis le début, des agences qui reposent sur le bouche à oreille, qui ont ces problèmes de scalabilité, bah en fait, toi, si tu es une agence de, peu importe, prospection, mais même SEO classique, si tu te poses pas vraiment la question de parler avec des fondateurs d'agences et justement de creuser un peu plus, t'as pas forcément cet insight en fait. Donc, et, exactement. ouais, Et au final, je trouve que quand tu dis, tu sais, quand je parlais du boucher du coin, c'était, tu vois, ouais, une analogie bête. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es une agence, elle est SEO dans le cas, tu es dans la catégorie des agences de com, tu restes un prestataire de service pour d'autres personne de ton environnement. Donc en fait, tu es le partenaire de com, de croissance d'un. Tu peux pas être de tout le monde. Si du coup ouais, tu dis, bah, nous on va vous aider à faire de la com, à vous développer, etc. Mais tu es pour moi dans l'industrie de ton client. Donc si tu as un client, je reviens sur le camping, et que tu t'y connais pas vraiment. Enfin, à chaque fois que tu vas avoir un nouveau client, tu vas devoir comprendre son industrie. Donc, ouais, pourquoi pas dire, je suis le gars qui aide. En fait, je suis dans l'industrie du camping. PS, moi, je suis le gars à qui vous parlez quand vous voulez du Internet. Et pour moi, c'est ça. Et ça recoupe avec l'autre concept de ce qu'on appelle skills stacking, où tu es très très bon SEO, mais du coup, tu es un parmi un certain nombre. ouais, c'est ça, Demain, ouais. tu deviens hyper bon en ta passion, c'est l'élevage canin. Tu deviens le SEO passionné d'élevage canin. Tu coûtes un espèce de côté unique et tu rajoutes une troisième chose qui va être la prospection. Bah, je sais pas, tu vas être la seule agence qui est capable d'aller voir tout. Ça veut rien dire, ma niche, mais voilà, tu mets Mais ouais, une skills, deux skills, trois skills, tu les mets ensemble, du coup, tu crées vraiment un côté unique et que toi qui peut positionner et, et qui te sert vraiment à avoir un message hyper impactant. Euh, t'as coupé ton schéma, il n'y avait plus rien à ouais, nous dire. c'était. Si, si, c'était pas On est volontaire. en bas là. Je fais juste. Ah, Attends, non, non, non. hop. Ok, donc bien compris. De quoi. Je te, je- Qu'est-ce qui. Vas-y. Ok, donc là on a vu Ouais, cette je te étape-là. repartage. Ouais, donc bah, l'idée, enfin, honnêtement, on pourrait parler 2 heures sur le schéma pour approfondir tous les points. Donc je vais essayer d'être un peu plus rapide, même si Non, ouais, c'est je hyper veux bien intéressant. qu'on le regarde rapidement, Ouais, mais ouais, toutes les ouais, étapes. ouais. Bah du coup, rapidement pour finir sur cette première étape, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps dessus. Une fois qu'on a identifié ces segments spécifiques, ces types de clients, l'idée, ça va être effectivement d'identifier les décisionnaires. Donc forcément, si on vise une agence de 20 personnes, on va pas s'adresser à la même personne que si c'est une agence de 200 personnes. Donc généralement, en dessous de 50, on va plutôt cibler vraiment le CEO, le fondateur, même si ça commence déjà à être une taille d'entreprise où, bah ok, si tu contactes le CEO, il va sûrement te renvoyer vers soit le directeur commercial ou directeur marketing, directrice, peu importe. Ou si c'était des agences plus hautes, bah là on va commencer à descendre en fait dans la hiérarchie entre guillemets. C'est peut-être plutôt, bah, encore une fois, les directeurs, mais pas le CEO directement, ou les responsables, etc. Et donc une fois qu'on a ces décisionnaires-là, on choisit les canaux. Bon, les canaux de prospection classiques, généralement c'est LinkedIn, email, plus le call que je recommande aussi fortement quand c'est possible. Alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le call, mais honnêtement, c'est le canal, on va dire, le plus efficace en termes de ROI et de rapidité. C'est-à-dire que, honnêtement, aujourd'hui, si tu prends une liste de 100 personnes et que tu appelles toutes ces personnes-là, tu peux avoir bah, potentiellement 3-4 rendez-vous en une journée. Donc, Et, ouais, et, enfin, ouais,
Ouais, non, ça, c'est sûr que les gens n'aiment pas le faire. Après, je dirais que quand tu es fier de ce que tu vends, d'un coup, ça devient plus facile parce que ça te fait pas trop peur d'appeler la personne. Tu sais que tu veux vraiment lui rendre service. Et donc, ça revient avec cette histoire Ouais. ouais, d'expérience, de C'est positionnement. Et ça reste pas facile, hein. c'est quand même une grosse barrière. Mais D'accord. Ok. c'est pas facile, hein, décrocher le téléphone, de contacter des gens à froid comme ça. Donc, mais quand c'est possible, en tout cas, si pour votre agence vous pouvez vous le permettre, honnêtement, foncez parce que c'est ce qui vous rapportera des rendez-vous le plus rapidement possible. Ouais, Euh, toi, tu parles d'expérience, tu as déjà fait, c'est quelque chose que tu ouais. fais, que tu fais Alors, pas, que t'aimes, t'aimes pas. ouais, généralement je le fais pas personnellement. Encore une fois, tu vois, c'est pas Ok. quelque chose que j'aime, mais je l'ai mis en place chez des clients qui ont justement des commerciaux ou le directeur commercial ou le CEO en fait. En fait, tu peux vraiment booster ton taux de conversion en ajoutant du call. Et généralement, ce qu'on fait, donc ça c'est un petit tips aussi, c'est quand on envoie des emails, ouais, des emails ou même du LinkedIn. Alors sur LinkedIn, c'est plus dur à traquer, notamment sur les emails où tu as accès au taux de clic, voir les personnes qui cliquent. En fait, si tu envoies beaucoup d'emails à la fois, bah en fait, ça va être à un moment en fait, tu vas pas pouvoir appeler 100, 200, 1000 personnes, c'est beaucoup trop. Et donc l'idée, c'est se focus là où tu auras le plus d'impact et par exemple de rappeler tous les clickers dans tes séquences email. Ok. Parce que tu sais que ces personnes-là ont Donc, c'est montré pas un du cold intérêt. call, c'est du warm call. Exactement. Donc ça rend la chose un peu plus facile aussi. Et tu as un icebreaker tout fait. Et tu sais que la personne a été intéressée vu qu'il a regardé ton site. Et donc généralement, quand je mets en place ça chez les clients, ça marche vraiment super bien. C'est-à-dire que plusieurs fois, bah, ils ont rappelé 10 personnes, 10 personnes qui ont cliqué. Sur les 10 personnes, il y a eu 4 rendez-vous. Tu vois, le taux de conversion de folie, quoi. Enfin, tu n'auras jamais avec juste des emails classiques ou juste LinkedIn. Je pense que c'est un super tips pour ceux qui ont peur de décrocher le téléphone, de dire, toi, tu leur donnes les outils pour le faire quand c'est le bon moment et quand ils vont pas trop se prendre des murs. Ouais, exactement. Et justement pour essayer, peut-être pour se lancer, au moins débloquer la situation, si vraiment c'est un point bloquant, et ben ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'encore une fois, c'est pas totalement à froid. La personne a vu votre email, a cliqué sur le lien, a potentiellement visité votre site ou cliqué sur votre vidéo. Et donc, normalement, voilà, c'est pas. Encore une fois, il y a un minimum de confiance qui s'est créé déjà. Ok, merci pour. Étape 2, le temps passe. Ouais. Ouais, allons-y, du coup, en plus rapide. Donc l'étape 2, je vais y passer brièvement. Ça va être toute la partie plus technique, beaucoup plus chiante, mais quand même qui est capitale, notamment pour la partie email. C'est vraiment focus email. Sur LinkedIn, il n'y a pas de setup technique. Tu peux envoyer, enfin, il n'y a pas si, pas besoin de préchauffer tous ces concepts en fait pour optimiser la délivrabilité en email. Donc qu'est-ce que c'est la délivrabilité? Tout simplement, c'est faire en sorte que tes emails n'aillent pas en spam. LinkedIn, t'as pas ce problème. Donc LinkedIn, tu peux lancer dès demain une campagne automatisée. Par email, c'est beaucoup plus complexe encore une fois, mais c'est absolument nécessaire. Généralement, c'est l'étape qui est complètement négligée. Même des agences en fait qui font qui font de la prospection pour leurs clients, généralement, elles respectent pas ce type, vraiment la création de ce type d'infrastructure parce que ça demande de créer plusieurs domaines, créer plusieurs adresses, d'être vraiment à cheval en fait, surtout sur le volume d'envoi aussi de ces emails. Et donc c'est beaucoup plus complexe encore une fois versus LinkedIn. Mais l'idée justement c'est de mettre en place ça si on fait de l'emailing et ensuite bah, d'utiliser les bons outils. L'idée c'est pas non plus de faire une liste d'outils, mais selon les cas d'usage, ce que je peux recommander en tout cas, si vous voulez commencer prendre en main un outil qui permet de créer des bases de données qualifiées et sans que ce soit trop complexe, sans besoin d'être technique ou d'être un développeur, je peux vous conseiller Faro pour le marché français, qui est vraiment un très bon outil. Et ensuite, bah, récupérer les informations, pareil, très brièvement. Donc Faro te permet directement de récupérer des adresses email, mais dans certains cas, et notamment si toi tu prospectes, on va dire, des grands comptes ou des entreprises de taille plus importante, ça va être beaucoup plus dur de récupérer des informations valides. Donc l'idée, ça va être d'utiliser des outils un peu plus pointus pour ça, petit par exemple Better Contact, voilà, que je peux vous recommander. Très bien. Et Et en effet, c'est. Merci pour pas avoir envoyé plein d'outils et juste être focus sur un ouais, et un. Dans le sens où ouais, je c'est pense ça. que beaucoup de gens cherchent toujours le meilleur outil, alors qu'en fait, on n'a Ouais, rien à faire. C'est la meilleure approche, le faire, ne pas abandonner. Et ouais, voilà, exactement. n'importe quel outil va marcher. C'est comme un très bon joueur de tennis avec une raquette de junior, il va quand même Ouais, gagner.
Parce qu'ici, je joue au tennis. Donc là, c'est voilà, question d'expertise que tu as et tu sais certains outils. Tu parlais de chauffer les emails, etc. C'est vrai que c'est important, mais après, voilà, comme tu dis, ça, c'est son job. Euh, Ouais, c'est pour ça que les gens passent par des freelances ou des agences sur le toi. ouais, exactement. Et ouais, encore une fois, tu peux faire ça à la lettre. Tu peux avoir une infrastructure technique la plus qualitative possible, avoir entre guillemets les meilleurs outils du marché, mais en fait avoir zéro résultat parce que c'est évidemment pas qu'une histoire d'outils. On est d'accord. Donc, euh, donc voilà pour la partie 2, grosso modo. Et pour l'avant-dernière partie, on va dire 3, pareil, donc ça c'est un peu plus concret, on va dire, euh, comparé à la partie setup technique, infrastructure un peu abstrait, un peu moins intéressante, on va dire. La partie copywriting, pour le coup, rédaction de messages pertinents, c'est hyper important, si ce n'est pas ouais, la chose la plus importante, hein, quasiment. Ok. Et vraiment, l'idée là, encore une fois, c'est comme on le disait, on détermine des segments spécifiques, et au début, c'est enfin, l'objectif, c'est de tester et trouver ce qui marche. Donc là, vraiment, l'idée, ça va être de créer plusieurs échantillons de personnes, par exemple des échantillons de 100 personnes dans une même cible, pour tester une approche différente, ou des angles différents, ou une formulation d'offres différente. Parce que tout l'intérêt, encore une fois, c'est d'avoir cette approche scientifique et voir concrètement avec la data, pas juste basé sur des hypothèses et sur son feeling, etc. Qu'est-ce qui marche pas. Et donc pour avoir un copy pertinent, donc encore une fois, ça va être essayer des angles différents, utiliser des frameworks. Bon, bah, je vais passer rapidement parce que c'est facilement trouvable. Par exemple, IDEA, Pass, que tu connais que peut-être. C'est pas, voilà, ça permet de, si t'as jamais fait de copywriting, de voir un peu la structure d'un message qui est pertinent. Mais sinon, au-delà des frameworks, etc., ce qui va être le plus important dans tes mails et enfin, messages LinkedIn et tes relances, ça va être d'apporter du contenu. Et c'est tout l'intérêt, encore une fois, soit si tu es une agence qui fonctionne par réseau bouche-oreille, normalement, tu as la capacité d'avoir ce type de choses, donc des cas clients, des témoignages, des contenus de vente. Donc qu'est-ce que j'appelle contenu de vente? Bah, ça peut être aussi potentiellement des vidéos. Ok. Comme je te disais, en fait, ce diagramme-là, je l'ai utilisé pour faire une vidéo sur YouTube d'une masterclass. Et donc justement, c'est ce type de vidéo-là que j'envoie à mes prospects pour leur montrer en fait que je dis pas que des conneries et que leur montrer que effectivement je connais mon sujet et que je suis capable de délivrer. Ok. Donc tu donnes de la valeur. La meilleure manière de prouver à quelqu'un que tu peux l'aider, c'est de l'aider directement en améliorant une petite version de ça. Ouais, exactement. Bah, et c'est vraiment, je dirais, dans les secteurs, enfin, encore une fois, les agences, mais dans tout, on va dire, les marchés très compétitifs, très compétitifs, enfin, saturés, entre guillemets, mais avec beaucoup de concurrence. En fait, c'est plus une histoire de, euh, ok, en fait, tout le monde vend, entre guillemets, le même type de service, et ont des promesses plus ou moins similaires. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est de prouver, en fait, que tu es capable de délivrer. Et pour prouver ça, effectivement, ça passe par montrer ses résultats, montrer ses cas clients, montrer, faire des vidéos concrètement sur des sujets précis pour aider sa cible. Donc sans ça, ça devient beaucoup plus. Enfin, aujourd'hui, c'est vital en fait pour pouvoir réussir en prospection. C'est clair, clair. Euh, ouais, t'avais une question sur ça ou c'est clair pour toi? C'est hyper clair. Ouais. Nickel. Et bah écoute, dernière étape finalement, donc qui est aussi peut-être un peu moins fun entre guillemets, toujours un peu technique dans le sens où c'est de l'analyse de data. Mais qui est capital encore une fois, parce que si tu balances quatre campagnes demain, mais que tu sais pas les analyser, en fait, tu sais pas, tu peux pas comparer, tu peux pas savoir ce qui marche pas. Donc en fait, tout l'intérêt de ce système, enfin, il y en a plus quoi, entre guillemets, si t'es pas capable de traquer ce qui se passe. Euh, et donc, ce que je t'avais mentionné juste avant, tu vois, c'était notamment faire des échantillons de 100 personnes minimum Ok. qui ont reçu une séquence. Sinon, en fait, l'analyse, effectivement, elle va pas être très pertinente. Si tu envoies une séquence à 20 personnes, en fait, c'est un échantillon trop faible pour te dire, ok, ça marche pas. En fait, 20 personnes, c'est pas assez représentatif. Donc, il faut au moins 100 personnes à minimum, si c'est plus, c'est mieux, pour te dire, ok, cette cible-là, avec cette approche-là, j'ai pas l'impression que ça accroche. Et donc, euh, et donc rapidement, selon le cas, donc si ta campagne fonctionne, l'idée après ça va être de l'optimiser. Donc
qu'est-ce que j'appelle une campagne qui fonctionne? Généralement, ça, on va avoir un taux de conversion supérieur à 1%. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par le taux de conversion? C'est la transformation en rendez-vous directement. Donc, sans Ok. compter toutes les autres potentielles marques d'intérêt que tu peux avoir. Donc, tu peux avoir des leads qui disent, OK, je suis intéressé, mais est-ce que vous pouvez m'envoyer un cas client, plus d'informations, ou qui vont te demander le pricing. Donc, ça, c'est des marques d'intérêt que j'inclus pas dans la conversion, mais qui sont aussi tout aussi importants, puisque ça peut déboucher sur des rendez-vous. Mais du coup, pour faciliter, on va dire que moi, taux de conversion égale nombre de rendez-vous générés. Par exemple, sur 100 mails, si tu génères 2 rendez-vous, bah, tu as 2% de taux de conversion. Ouais, sachant que là, tu parles vraiment de juste séquence mail, LinkedIn. Il n'y a pas encore eu, comme tu Ouais, dis, de call ou quoi que ce soit. ouais, exactement. Un pourcentage, c'est safe comme data. Il y en a qui parlent plus de Ouais, 4-5%. Là, tu es OK, ouais, vraiment rendez-vous pris comme ça sans avoir encore optimisé. c'est ça. Parce que 4-5% sur ta première campagne, sans avoir jamais testé, c'est pas, enfin, c'est peut-être, t'as plus de chances que de gagner au loto, mais c'est pas la norme, Ouais, on va dire. Donc ouais, après, tu peux effectivement optimiser une fois que tu as au moins un début de traction sur ta campagne. Tu dis, ok, ça a l'air d'intéresser, là tu vas optimiser. Et donc comment faire? Donc ça va être effectivement bah, soit créer plus de contenu, donc plus qui aide encore plus la cible et qui est pertinent par rapport à ses cibles. Complexifier tes séquences. Par exemple, si tu fais de l'email, ajouter potentiellement un autre canal comme LinkedIn pour voir justement la différence. Le 3, bah, en fait, faire du warm call, donc ça on l'a déjà mentionné. Ça c'est vraiment un... En gros, si vous pouvez le faire, faites-le vraiment. C'est ce qui va vous rapporter le plus de résultats le plus rapidement possible. Et après, tu as aussi d'autres petites choses à optimiser. Par exemple, faire des relances à J+60, parce qu'en fait, bah, en prospection, le timing est ultra important. C'est souvent une donnée, enfin, c'est hyper dur de déterminer le bon timing. C'est-à-dire que, ouais, je contacte une entreprise demain, bien sûr. elle peut avoir ce besoin, mais en fait, c'est le mauvais moment. Elle peut avoir le besoin peut-être maintenant ou dans 2 mois, 3 mois. Ça va être très, très difficile de tomber vraiment au mauvais moment. Donc, juste rajouter des relances, en fait, par exemple, à J+60, pour dire, bah, ok, vous n'avez pas le besoin il y a 2 mois. Est-ce que maintenant, votre situation a changé? Donc, ça peut être des petites choses qui optimisent, in fine, bah, le taux de conversion sur une vision un peu Ouais, plus justement, moyen, long terme. une stat laquelle moi j'avais du mal à croire parce que je suis un petit peu dans mon monde de business de chef d'entreprise qui prospecte pas et qui croit que Ouais. si je prospectais, ce serait facile et tout le monde me dirait oui tout de suite, mais qu'il faut 7 points de contact avant d'avoir un rendez-vous en moyenne. Ouais. Alors, 7 points de contact, alors évidemment, plus il y en a, mieux c'est. Surtout dans une approche à froid, où la personne ne te connaît Ok. pas. Euh, mais en fait, tu vois, si on prend une séquence d'emails et que tu dis, OK, il me faut 7 points de contact, ne va pas faire 7 relances. Absolument. Parce que, en fait, alors, je vais pas aborder le sujet, mais en termes de nombre de relances, à partir du moment où tu as des choses à donner, du contenu à mettre en avant, tu peux envoyer des relances en fait, parce que bah, t'apportes de la valeur, t'apportes des choses pertinentes à ton prospect. Si tes 7 relances, c'est juste ah bah au fait t'as vu mon dernier mail, ah bah au fait je sais pas si vous avez pas su mon mail, ah bah au fait est-ce que mon mail est pas passé en spam, en fait ne Est-ce fais que pas tu cette continues à relance. relancer, vu que tu traques tout, est-ce que tu continues à relancer si le mec n'a pas ouvert tes mails? Si le mec a pas ouvert, c'est ouais exactement ouais. Ok. Et s'il les a ouverts, tu as peut-être une approche différente. S'il les a pas ouverts, tu Non alors continues. Moi, j'ai du ouais mal à me alors dire, je vais recevoir 7 mails de quelqu'un. Si je les ouvre pas, alors c'est pour ça que c'est généralement intéressant d'avoir ouais. ton avis. En fait alors au début ça sert à rien d'avoir ce type de granularité. Alors il y a certains outils qui te permettent effectivement bah ok si la personne a ouvert tu peux l'envoyer sur une autre séquence. Au début, honnêtement, pour passer du 0 à 1, ça sert à rien. Enfin, c'est de l'optimisation, en toute transparence. Faut d'abord que tu sois sûr que ton offre, ton message génère de l'intérêt. Ça sert à rien de se compliquer la vie à mettre 3 canaux différents, à faire des sous-séquences si la personne a ouvert, etc. Au début, ça sert à rien, honnêtement. Donc, c'est possible de le faire, mais généralement, en fait, au début, c'est juste bah, que la seule action qui va stopper la campagne, si la personne répond à ton email. Sinon, qu'elle est pas ouverte, qu'elle est ouvert et cliqué sur un de tes liens, mais qu'elle a pas répondu, en fait, elle va continuer à recevoir des relances. Ok, ok, t'as raison. Ça simplifie vachement. Ouais, parce qu'en fait, au début aussi, c'est un gros problème,
une grosse. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ok, je veux faire un truc hyper complexe, je vais ajouter plein de canaux, ça va fonctionner. Mais en fait, au début, c'est vraiment pour aller au plus simple, quoi. Parce que ça va être juste de la perte de temps. Si tu commences à créer un workflow complexe sur quelque chose, en fait, t'as aucune donnée sur si ça marche déjà de base ou pas. Ça sert à rien. En fait, t'optimises un truc qui est bancal ou qui ne marche pas du tout. Tu as trop d'hypothèses à valider encore. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est plutôt pour passer du 1 à voilà, 10. Ouais, ça. Et t'as aussi quelque chose que t'as mentionné pour les que je voulais aborder ici. Il y a aussi une grosse différence et je pense que c'est assez sous-estimé par les agences, notamment bah, encore une fois les fondateurs d'agences qui ont jamais fait de prospection. C'est que encore une fois, quand ça vient du réseau et du bouche à oreille, t'as le facteur Mm. confiance qui joue énormément. Donc c'est facile entre guillemets de signer le client. Quand tu fais de la prospection à froid, la personne ne te connaît pas, c'est toi qui vas vers elle. Du coup, tu n'as pas cette confiance ou ce transfert de confiance parce que la personne a été recommandée par quelqu'un, etc. Et donc, en termes de closing, c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que quand tu génères des rendez-vous, bah, en fait, c'est là où tu vas être vraiment challengé au niveau du sales, de la vente, parce que en fait, la personne ne te connaît pas, elle n'a pas confiance en toi, et donc, effectivement, si tu as l'habitude d'avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, 60% de taux de closing, tu peux facilement le diviser par deux, je pense, si tu jamais fait de rendez-vous de prospect à froid. C'est un bon rappel, merci, parce que dans cette situation, c'est bien d'avoir des expectations au bon endroit, donc tu vas me les remettre, je pense. Là. Bah ouais, honnêtement, tu vois, taux de closing, il faut viser au minimum 20% sur la prospection à froid. Tu vois, c'est le minimum. En dessous, c'est qu'il y a des choses, vraiment pas mal de choses à changer. Euh, mais, enfin, honnêtement, être au-dessus de 50% de taux de closing sur des prospects à froid, c'est excellent, quoi. Enfin, Ouais. mais voilà, c'est c'est- C'est un c'est bon souvent en rappel fait, que c'est ouais, plutôt vers 20 et pas 60. Et 60, c'est quand tu as, la confiance, la recommandation. En fait, finalement, c'est du réseau. Et si c'est du ouais, réseau, ouais, ça, du réseau, ça reste il y a beaucoup de confiance. Et c'est des manières old school. T'en as un de temps en temps, tu sais pas combien t'en as, tu sais pas quand c'est qu'ils vont arriver ouais, le prochain. Donc là, tu fais plus de volume, tu as plus de c'est prédictivité, ça. tu as plus de boulot. Mais quand tu commences à maîtriser le process, tu as, un business qui peut tourner. Enfin, on n'a pas rentré dans cette partie-là, mais Ouais, voilà, on en parlait juste avant. Un business qui a un vrai canal d'acquisition prédictible, c'est un business que tu peux vendre, qui est ouais, structuré, que tu peux déléguer, tu peux recruter, tu peux scaler. As, voilà, tu as une boîte qui a de la valeur. T'as pas juste. C'est pas un job, c'est une entreprise. C'est là où c'est une grosse différence. C'est pas juste toi, c'est une machine que tu as créée. C'est pas toi la machine. ouais, clairement, bah c'est la différence entre bosser, bah voilà, dans son business et sur son business, quoi, typiquement. Euh, et donc pour finir, enfin sur cette dernière partie, Ouais. si la séquence ne marche pas, donc en dessous de 1% de taux de conversion, ça sert à rien, encore une fois, d'aller optimiser des choses comme le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. Ça changera rien, c'est pas ce qui aura le plus d'impact. Il faudra modifier, faire des modifications plutôt sur le message, et notamment sur la présentation de l'offre. Donc ça passe par changer l'angle, potentiellement proposer des audits gratuits, notamment si le panier moyen est élevé et qu'on vise des cibles un peu plus grosses, pas juste des TPE par exemple. Ou alors pour proposer des appels de découverte. Donc là, c'est plutôt pour avoir plus de connaissances clients. Donc quand je dis appel de découverte, c'est peut-être un mauvais mot, mais c'est plutôt, ok, j'ai un ad vendre. En revanche, je crée une offre pour les personnes comme toi. Donc j'aimerais bien en gros avoir ton insight. Et en échange, je peux te filer bah, des conseils activables gratuits à la fin de l'appel. Et donc, c'est vraiment plutôt pour comprendre au mieux bah, ta cible. Et encore une fois, l'objectif à la fin, c'est de proposer une offre qui répond au mieux aux besoins de la cible que tu veux adresser. Et Ouais, donc, tout c'est ça, l'approche humble, étude de marché, entre guillemets, ouais, euh, et ça marche très très bon, bien. C'est une c'est vraie. ça. Et en effet, si tu es un expert et que tu peux te dire, juste fais-moi confiance, je sais de quoi je parle, ça Ouais, fait 10 ans que je fais ça, pas obligé de passer par là, au contraire, tu vends ton ouais, expertise et ça va marcher. Mais la plupart des gens ne sont pas forcément dans cette situation et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin pour y arriver avec cette méthode, ouais, la méthode humble.
Alors, on est un Ouais, peu bah, hors délai, mais je voulais te poser deux, trois questions. Je ferai ouais, déjà, vas-y, je t'en merci, prie. hyper intéressant. Tu vois, je Je- passe mon temps avec des gens qui font ce que tu fais et pourtant j'ai appris des choses, donc c'est plutôt, Ah, pour merci. le comme un vrai compliment. Euh, non, je voulais juste conclure sur un peu toi où tu en es du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu que toi, comment tu bosses? C'est quoi tes offres? Si demain, typiquement, quelqu'un comme moi veut bosser avec toi, où est-ce que tu en es même personnellement, tu vois, dans ton parcours Ouais. d'entrepreneur? Est-ce que, enfin, t'as combien de clients plus ou moins? Où est-ce que tu te vois dans un an? Est-ce que tu dis que tu lances ton agence? C'est quoi un peu les offres, le parcours et Ouais. l'avenir? Ouais, beaucoup de questions en une. Alors, Exactement. Et en plus, t'as pas beaucoup de temps pour répondre, fais gaffe. le challenge. Ok, soyons efficaces. Du coup, partons de l'offre déjà, et ensuite je pourrais donner un peu ma vision sur le long terme. Donc concrètement, là, je viens de lancer une nouvelle offre, donc encore une fois à destination des agences. Donc l'idée c'est simple, c'est j'installe un système en 30 jours. Donc c'est notamment le système que bah, je t'ai présenté pendant l'appel, qui permet de générer bah, plus ou moins 20 rendez-vous par mois, une fois qu'on a craqué le truc, et donc d'avoir, Ok. encore une fois, cette prédictibilité pour les agences. Et donc l'idée, moi, je fonctionne à la performance. Donc, c'est un modèle, tu vois, j'ai une vision assez long terme. Tu vois, j'ai envie de bosser avec des agences qui ont aussi cette vision un peu plus partenaire que juste, ok, je vais prendre un prestat, ça dure 3 mois, j'ai dépensé, je sais pas, j'ai lancé 5K, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, donc on arrête. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme sur bah, justement ok, sur le développement de l'agence. Et bah, ça passe du coup forcément par un système de pricing à la performance, du coup. Ok, Euh, intéressant. Et une performance, c'est donc, quoi? C'est quand le client a signé un client ou quand il a eu un ouais, rendez-vous? euh, ouais, c'est au deal signé. Ouais. C'est pour ça aussi que je bosse avec des agences qui ont bah, au moins 5000, enfin 5K de panier moyen, parce que Oui, effectivement, c'est sur bien le deal sûr. signé. Donc voilà, grosso Surtout que ce modo. premier mois de setup, ça va te prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu prices? Est-ce que c'est, voilà, ça fait Ouais, partie de, tu choisis tes clients et tu te dis, je vais faire cet investissement sur lui, mais en échange, entre guillemets, c'est une offre irrésistible parce que je sais que je vais ouais, vraiment pouvoir lui signer des deals ou comment tu fonctionnes? ouais. Alors effectivement, je price des frais de setup. Donc, non, enfin, déjà de un, bah, parce qu'effectivement, il y a tout le travail en amont. Il y a aussi, je prends tout en charge. C'est-à-dire que je prends aussi les outils. Tu vois, ça peut coûter rapidement 300, 400 euros par mois. Moi, je prends vraiment tout en charge. Donc, c'est vraiment transparent. Tu payes les frais de setup et après, c'est que à la perf. En revanche, du coup, je mets une garantie en plus. C'est que, bah, en fait, moi, je t'accompagne au minimum jusqu'à ce que tu fasses x2 en termes de CA sur ton investissement de départ. Donc, Ok. Tu n'aurais pas lu un livre qui s'appelle je rigole. $1 000 en ouais, phrase. ouais, Non, non, c'est, ouais, ouais, non, je trouve ça sain, je trouve ça sain, surtout dans un monde où il y a beaucoup de concurrence, etc. Et tant que toi, bien sûr, après, il y a le risque que tu vois, faut pas que tu bosses pour rien. Et dans ce cas-là, c'est aussi ouais, bien, parce qu'en te mettant cette offre, tu te forces à aller prendre un client où tu sais qu'il va avoir du ouais, résultat derrière. Et donc, ça allie les intérêts et c'est ça. donc c'est assez sain, je trouve. Ok. Et sachant que ça peut être aussi assez challengeant, parce que tu vois, au deal signé, ça dépend, pour le coup, c'est un facteur externe, ça dépend du Bien sûr. talent, enfin du niveau de C'est vente, ça. tu vois, des agences avec lesquelles je travaille. Donc je suis obligé aussi d'être un minimum sélectif. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Voilà. Ok, super. Et donc, quand tu dis que tu veux passer de mode solopreneur à un mode agence, Ouais. déjà, tu m'as dit que tu vis où déjà? Alors ouais, je vis pas en France, je vis en Slovaquie actuellement. Ok, Donc ouais, ça fait une petite année. Après, je prévois de changer, de déménager d'ici cet été. ok. Donc, ouais, bah, moi, C'est quoi la enfin, prochaine un peu comme destination? toi, ce sera Prague. Prague, ouais, pendant Ok, plusieurs années, je pense. ok. Donc, Slovaquie, c'est bon, pour vrai que j'en ai pas mal entendu parler, il y a du monde, mais Slovaquie, hyper random. Comment t'as fini là-bas? ouais, alors, effectivement, hein, c'est pas la première destination qui vient en tête. La raison très simple, c'est que ma compagne est slovaque. Donc, tout simplement, Ok, pour l'instant, on vit là-bas ensemble et ensuite, on va bouger à Prague. ok. Donc ça, c'est bien. Donc, comme quoi, c'est des métiers que tu peux faire à distance. Ouais, en effet, Ouais, tu disais, c'est c'est l'avantage. pareil, on est tous
Ok, donc tu es cette vision de continuer de nomade, tu veux lancer ton agence, c'est quoi un peu l'idée Ouais, et tu vas bosser qu'avec des gens qui sont 100% remote alors. ouais, c'est ça. Donc exactement. Donc en gros, la vision, donc, comme je te le disais, en fait, donc j'ai fait un an de freelance où c'était vraiment, enfin, c'était cool, hein, on va pas se le cacher, mais en fait, j'ai envie de passer un step en termes de, encore une fois, ma vision, c'est vraiment, bah, bosser, bosser en fait, créer un système, donc créer mon entreprise, bosser, en gros, mettre en place des systèmes et créer un système, en gros, entre guillemets, autonome, et pas juste être, parce qu'en fait, être freelance, c'est quoi? C'est être un peu bossé dans ton business, c'est-à-dire que tu fais tout, tu délègues rien, c'est un peu pour moi être un salarié sous stéroïde, j'appelle ça, entre guillemets, parce que tu vas avoir plus de flexibilité, plus de liberté, plus de revenus, mais tu es toujours très lié, ton temps est très lié en fait à tes revenus. Bien sûr. Et donc c'est vraiment passer à la step suivante, donc plutôt donc en mode agence ou commencer en fait effectivement à viser des targets de CA plus élevés, commencer à déléguer, créer une équipe. Alors l'idée au début, moi tu vois, j'ai une vision d'avoir, j'ai pas forcément envie, en tout cas pour le moment, d'avoir une agence de 40, 50, 100 personnes. Je verrais ça plutôt au début comme une petite agence, tu vois, une petite équipe, vraiment avec des personnes très talentueuses, et pousser ça au maximum. Donc, évidemment, l'agence, c'est du scaling d'humain, donc au bout d'un moment, je vais être limité, mais au moins pousser ce modèle-là au maximum avec une petite équipe. Et ensuite, on pourra voir par la suite, parce que, bah, effectivement, je pense que toi, c'est pareil, tes ambitions et tes envies changent. Donc, Ouais, et j'ai eu les mêmes enfin, bon, j'en suis toujours à cette étape que tu décris, hein, une petite équipe et j'adore, et pour l'instant, en effet, j'ai envie de rester comme ça. Comme tu dis aussi, je pense que tes envies peuvent changer, évoluer une fois que tu as passé des ouais, étapes. On verra plus tard. Ça m'inspire quand tu me parles de ça. Je suis en train de lire un livre qui était une super découverte, ça s'appelle 24 Assets, 24 ok, Assets, je connais pas. qui est juste magique et qui parle de ce concept en fait que tu viens de décrire. En gros, on appelle ça un boutique business. On pourrait appeler ça un lifestyle business, mais il aime Ouais, bien lui, il dit boutique parce que lifestyle, je trouve que c'est vraiment le gars qui fait son site d'affiliation et qui a Bali sur la plage, ouais, sans critiquer, parce que j'ai des sites d'affiliation et je suis à Bali sur la plage, mais euh, lui, ça va être boutique et donc en gros, ça va être le concept d'être une équipe de entre 3 et 12 personnes hyper lean, très basé quand même sur ouais, le fondateur, où tu essayes de monter ton revenu par employé, en opposition au business qui va te décrire de performance, où là tu commences à être 50, 100, 200, ouais, 250, et tu tapes les 10 millions, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et il parle aussi d'un concept que j'adore et qui, quand même, est next step par rapport à cette échelle qui est, un, tu es freelance, deux, tu structures, tu ouais, commences à recruter, es quand même vite rappelé, je trouve, par la réalité et tu reviens dans l'équation. Moi, je rêvais de te dire, ouais, c'est bon, je bosse sur mon business, c'est pas dans mon business. La réalité, c'est que il faut aller ouais. relire des articles des fois, il faut aller dire aux gens, bah, est-ce que tu as livré à temps? Donc ça, c'est quand même, Bah, bien ça, sûr. ça met plus de temps, évidemment, à chaque fois que ce qu'on espère. Euh, la création, et la création des... Et donc son livre s'appelle 24 Assets. Pourquoi? Parce qu'il dit une entreprise, si elle veut vraiment devenir une entreprise dans celles qui sont les plus rentables en termes de ce que lui mesure, il mesure une stat intéressante qui est le revenu par employé. Toute chose étant égale par Ouais, ailleurs, le revenu par employé de deux boîtes dans la même industrie va te permettre de comparer en fait la performance. Et pour être dans ce haut du panier, vraiment, lui, sa théorie, c'est de dire bah, arrêtez d'essayer de juste faire générer du revenu avec votre travail, créer des actifs qui, eux, vont vous générer du revenu, comme l'immobilier, tu possèdes de l'immobilier, ça te génère un revenu, ouais, mais c'est un side exactement. effect du fait de posséder un actif. Ne pensez pas compte de résultat, pensez bilan, en gros. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être bah, peut-être avec le par exemple, on parle il y a un gars que j'adore, Rémi Loher, tu peux voir souvent Ouais, sur LinkedIn, qui parle du concept de hyper freelance. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est lui, il veut rester solopreneur, mais il veut créer d'autres sources de revenus autour du contenu, des formations, vidéos, etc. Donc les 24 assets, il fait une liste des 24 choses que tu peux créer dans ta boîte qui sont indépendantes de ton temps. Du coup, tu parlais de ça. ouais, Pour passer au niveau supérieur de je mets des systèmes en place, je crée du contenu,
J'ai des choses qui peuvent tourner pendant que je suis pas là, donc je recommande vraiment ce livre qui est hyper intéressant. Je Bah, dirais je vais jeter juste un que œil. c'est bien de l'avoir en tête, mais que euh, je pense pas que ce soit la première étape. Déjà, je suis assez d'accord avec toi qu'il faut quand même réussir à bien gagner sa vie en tant que freelance, après commencer à optimiser Ouais. un peu son temps, puis après, soit on part sur le côté un peu infopreneur, avant du contenu, des formations, des choses un peu comme Rémi, ou on commence à avoir une petite équipe et après on commence à... Ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours un peu Geoffrey, la vision, c'était... hein. Ouais, Pardon. ouais. Non, bah, t'inquiète. Non, juste te dire, c'est tout le temps la vision de passer. Il faut d'abord déjà de passer du 0 à 1 sur un type de business en particulier pour générer en fait assez de revenus qui te permet ensuite d'après, bah, ok, tu te poses la question de, ok, qu'est-ce que je fais ensuite, comment je crée d'autres sources de revenus, et voilà. C'est des C'est tout problèmes ce de que je voulais riches, en ajouter. effet. Oui, C'est super d'y penser, mais la réalité, c'est que voilà, faut se focus sur une chose à la fois, ce qui est aussi mon gros problème. Alors voilà, super. On a largement dépassé le temps et c'est bon signe parce qu'on avait des choses intéressantes à se raconter. Écoute, je pense que ça a apporté beaucoup de valeur. Merci, Geoffrey, merci à toi et Théo. je te souhaite, c'était super de t'avoir. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bonne journée à toi. Ciao.